Quand deux âmes se reconnaissent, ce n'est pas le hasard qui parle. C'est le destin. Il y a des rencontres qui bouleversent, non par leur intensité visible, mais par le vertige intérieur qu'elles éveillent. Des liens qui ne s'expliquent pas, qui défient la logique, qui semblent surgir d'un autre temps. Dès les premiers instants, une sensation étrange s'impose, comme si l'on connaissait déjà l'autre, comme si une mémoire oubliée se réactivait à son contact. Ce n'est pas simplement de l'amour. C'est une reconnexion. Une reconnaissance silencieuse, primitive, inexplicable. Dans ces relations, quelque chose de plus grand se joue. Il ne s'agit pas d'un simple attachement ou d'un désir éphémère. C'est l'âme elle-même qui est appelée. Ce que nous vivons alors ne relève plus du registre sentimental habituel, c'est un appel archétypal, un mouvement profond de l'inconscient collectif qui nous pousse à grandir, à nous transformer. Carl Gustav Jung a été l'un des premiers à poser des mots sur cette réalité troublante. Pour lui, certaines rencontres ne sont pas des accidents. Elles sont des révélateurs, des déclencheurs, des catalyseurs d'individuation. En l'autre, nous projetons des parties de nous que nous ne connaissions pas encore. En l'autre, nous découvrons l'invisible en nous. C'est ainsi que naît l'amour transfigurant, celui qui ne se contente pas de nous combler, mais qui nous fracture pour mieux nous faire renaître. Ce projet explore ces liens mystérieux, profonds, parfois douloureux, mais toujours porteurs de sens. Ces amours qui ne sont pas des parenthèses, mais des tournants. Ces relations où la passion n'est que la surface d'un mouvement intérieur plus vaste, l'appel du soi. À travers la lumière de la psychologie analytique, nous plongerons dans les notions de projection, d'anima, d'animus, d'ombre, de synchronicité et de transformation. Car dans ces histoires d'amour singulières, il ne s'agit pas seulement de rencontrer l'autre. Il s'agit de se rencontrer soi-même. Il y a des présences qui ne s'imposent pas par la force, mais par l'évidence. Elles arrivent sans prévenir. Un regard, une voix, un geste et tout vacille à l'intérieur. On ne sait pas pourquoi cette personne précisément, ni ce qu'elle a de plus. Mais on sent, avec une certitude silencieuse, qu'elle a quelque chose à voir avec notre histoire intérieure. Ce n'est pas une attirance superficielle. C'est un appel de l'âme. Jung écrivait. Ce que tu ne rends pas conscient revient sous forme de destin. Et souvent, c'est à travers l'autre que l'inconscient cherche à se révéler. La personne qui nous attire avec une intensité troublante est rarement juste un partenaire potentiel. Elle devient le miroir vivant d'une part oubliée de nous-mêmes. Une part qui réclame d'être vue, intégrée, aimée. Là où la psychologie moderne parle de compatibilité, de besoin, de blessure, Jung, lui, parle de projection. C'est-à-dire, ce que nous percevons chez l'autre n'est pas toujours ce qu'il est. C'est ce que notre inconscient projette sur lui. Et c'est précisément pour cela que certaines rencontres sont bouleversantes. Car elles ne nous montrent pas seulement qui est l'autre. Elles nous montrent qui nous sommes vraiment, ou du moins, ce que nous avons longtemps refoulé. Quand une femme tombe amoureuse d'un homme qu'elle sent profondément est différent. Quand un homme se sent irrésistiblement attiré par une femme qui le trouble sans qu'il sache pourquoi. Ce n'est peut-être pas simplement une question d'alchimie. C'est peut-être une rencontre d'archétypes. L'homme voit en elle son anima, la figure féminine intérieure, intuitive, mystérieuse, qu'il porte en lui sans le savoir. Elle voit en lui son animus, cette énergie masculine intérieure, protectrice ou parfois sauvage, qu'elle projette inconsciemment. Et ces deux figures se cherchent, non pas pour fusionner, mais pour se révéler. L'amour véritable, selon Jung, ne commence pas avec la fusion romantique. Il commence quand la projection tombe. Quand l'autre cesse d'être un idéal et devient réel. Quand on choisit de continuer à aimer malgré ce que l'on découvre. Et surtout, quand on choisit de se regarder soi-même en face. Il est difficile d'expliquer à quelqu'un ce qu'on ressent face à ce genre de lien. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas rationnel. On peut aimer quelqu'un d'autre, avoir une vie équilibrée, et pourtant, une seule présence vient troubler tout l'édifice. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Parce que cette personne porte une clé. Pas une clé vers le bonheur extérieur. Une clé vers notre transformation intérieure. Dans ces moments, l'âme ne cherche pas la tranquillité. Elle cherche la vérité. Elle utilise l'amour comme un levier, comme une porte. Elle nous pousse à travers la passion, la frustration, le manque, l'attente. Non pas pour nous punir, mais pour que nous allions au bout de nous-mêmes. C'est là que le lien devient sacré. Pas dans sa facilité, mais dans ce qui l'éveille.
pas dans ce qu'il nous donne, mais dans ce qu'il nous oblige à voir. Nous croyons choisir les êtres que nous aimons. Mais bien souvent, ce sont nos blessures, nos ombres, nos espoirs non dits qui choisissent pour nous. On pense aimer un homme fort, charismatique, protecteur. Mais ce qu'on aime réellement, c'est la sensation de sécurité qu'on n'a jamais eue enfant. On croit tomber amoureuse d'un homme distant, mystérieux. Et c'est peut-être la part de nous-mêmes, refoulée, qui cherche désespérément à être reconnue dans ce silence. L'autre devient alors un écran de projection. Un miroir sur lequel l'inconscient projette ce qu'il n'a jamais pu exprimer, ce qu'il a gardé en exil. Et parfois, l'amour n'est pas de l'amour. C'est un cri ancien. Un appel camouflé. Jung l'avait vu. L'amour devient dangereux quand il est aveugle à ce qu'il reflète de nous. Quand une femme aime sans comprendre ce qu'elle projette, elle court le risque de se perdre. De confondre la puissance de la projection avec la profondeur d'un lien réel. Car ce n'est pas toujours lui qu'elle aime. C'est ce qu'il éveille en elle. La promesse d'une guérison. L'illusion d'une complétude. Le fantasme d'un amour réparateur. Mais ce genre d'amour est un miroir à double tranchant. Il peut illuminer ou détruire. Car aimer sans conscience, c'est offrir à l'autre le pouvoir de réveiller ce qu'on ne maîtrise pas. Combien de femmes tombent follement amoureuses d'hommes émotionnellement indisponibles? Combien d'hommes s'attachent à des femmes qu'ils ne peuvent atteindre? Ce n'est pas le hasard. C'est l'inconscient qui rejoue une scène ancienne. Une blessure originelle. Un vide non comblé. On cherche dans l'autre ce qu'on n'a jamais trouvé chez soi. Mais aucune relation ne pourra guérir ce qui n'a pas été d'abord regardé en soi. Et tant qu'on ne prend pas conscience de ce qu'on projette, on continue à aimer à travers des filtres. Ce n'est pas l'autre qu'on voit. C'est notre besoin. Notre manque. Notre idéal. C'est pour cela que certaines personnes nous obsèdent, sans logique. Leur présence active un archétype, une mémoire ancienne. Et dans ce chaos intérieur, on croit vivre une passion unique. Mais souvent, c'est l'écho d'une blessure qui hurle. Alors, aimer devient une spirale. On attend que l'autre nous comble, nous reconnaisse, nous sauve. Mais l'autre est juste un déclencheur. Pas un guérisseur. Et c'est là que le vrai travail commence. Le vrai amour ne commence pas quand l'autre répond à nos attentes. Il commence quand nous voyons clairement ce que nous projetions sur lui. Et que nous choisissons de l'aimer pour ce qu'il est, et non plus pour ce qu'il représentait. Il y a une grande douleur dans ce passage. C'est le moment où l'illusion tombe. Où l'on réalise que ce n'était pas de l'amour. Mais une quête intérieure déguisée. Mais c'est aussi là que naît la métamorphose. Car voir nos projections, c'est le début de la liberté affective. Quand une femme aime, elle ne dévoile pas seulement son cœur. Elle ouvre une faille dans sa psyché. Et dans cette faille, quelque chose d'invisible émerge. L'ombre. L'ombre, chez Jung, n'est pas le mal. C'est tout ce que nous avons refusé d'être. Tout ce que la société, la famille, l'éducation nous ont interdit de ressentir. Tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes pour être aimés. Mais l'amour le vrai, le brut ne laisse rien dormir. Il réveille. Dans le regard de l'autre, surgit parfois la femme que l'on avait enterrée. La jalouse. La sauvage. La sensuelle. La colérique. La dominatrice. La dépendante. Et ça nous effraie. Car on croyait aimer. Mais soudain, on se voit réagir. On devient une autre. On s'attache, on contrôle, on doute, on panique, on se renie. Pourquoi? Parce que l'amour réveille les fantômes intérieurs. Il touche là où la lumière ne va pas. Il révèle les contradictions, les peurs, les masques. Et c'est là que beaucoup fuient. Ou détruisent ce qu'elles chérissent. Non pas parce que l'amour est mauvais. Mais parce que leur ombre n'était pas prête à être vue. Une femme peut croire qu'elle aime. Alors qu'elle est simplement capturée par son inconscient. Elle pensait être forte, indépendante, inébranlable. Mais l'amour la confronte à sa dépendance affective. Elle pensait être douce, compréhensive, apaisée. Mais l'amour la confronte à sa colère, à sa possessivité, à ses peurs d'abandon. L'homme devient un miroir, mais un miroir cruel. Car il ne reflète pas seulement sa beauté. Il reflète ce qu'elle ne veut pas voir. Et dans cette confrontation, il y a deux choix. S'enfuir. Blâmer l'autre.
Reproduire encore. Ou descendre dans la caverne. La caverne de l'ombre. Ce lieu intérieur où résident nos blessures non guéries, nos parts sauvages, nos instincts, nos contradictions. Ce lieu où l'amour cesse d'être romantique, pour devenir initiatique. Car aimer véritablement, ce n'est pas rester figé dans l'image de la femme parfaite. C'est se confronter à toutes les femmes que l'on est. C'est accueillir la complexité, la fragmentation, la dualité. Et surtout, c'est apprendre à aimer sans se renier. C'est dans cette obscurité que naît la transformation. Car en regardant son ombre, une femme ne devient pas faible. Elle devient lucide. Elle cesse d'attendre d'un homme qui la sauve. Et commence à s'incarner pleinement. Elle ne cherche plus à être aimée à tout prix. Elle cherche à s'aimer à travers la vérité. Et à ce moment-là, l'amour devient autre chose. Il devient un chemin d'individuation. Un miroir pour devenir qui elle est, pas ce qu'elle croyait devoir être. Quand une femme aime, elle peut croire qu'elle donne. Mais parfois, elle se donne. Elle s'oublie, elle s'efface, elle se sacrifie. Et ce n'est plus de l'amour. C'est une dépendance. La dépendance affective n'a rien de romantique. C'est une faim émotionnelle, une soif de reconnaissance, une obsession du lien. Elle transforme l'autre en oxygène. Et chaque distance devient une asphyxie. Elle ne supporte pas l'incertitude, le silence, l'indifférence. Elle devient accro à l'attention, à la validation, à la présence. Et elle se perd dans une spirale où l'amour n'est plus un échange, mais une mendicité. Tu crois que tu l'aimes? Peut-être. Mais demande-toi ceci. Est-ce que tu peux respirer sans lui? Est-ce que tu existes encore quand il ne t'écrit pas? Est-ce que tu dors paisiblement quand tu n'as pas de nouvelles? Est-ce que tu es toi, même quand il te regarde à peine? Ou est-ce que ton monde s'écroule à la moindre fissure dans le sien? La dépendance affective est un vide ancien déguisé en passion. Elle naît souvent d'un manque d'amour reçu, d'un rejet, d'un abandon, d'une trahison d'enfance. Et dans le présent, elle rejoue ce trauma, avec le masque de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une quête d'apaisement, une tentative désespérée d'être enfin vue, comprise, choisie. Et ça détruit. Car à force de se tordre pour garder l'autre, on finit par se briser soi-même. Une femme qui aime dans la dépendance se met en colère quand on s'éloigne, souffre de l'absence plus que de la trahison, accepte l'inacceptable par peur de perdre, confond passion et possession, idéalise l'autre, même quand il la détruit. Elle devient l'ombre d'elle-même, une actrice de sa propre illusion. Et plus elle donne, plus elle s'appauvrit. Car l'amour vrai ne devrait jamais te coûter toi. Sortir de la dépendance, c'est douloureux. Parce qu'il faut choisir la solitude. Choisir le manque. Choisir de faire face à cette voix intérieure qui crie. Tu n'es rien sans lui. Mais c'est faux. Tu étais quelqu'un avant lui. Tu es encore toi, même sans ses bras. C'est seulement quand tu oses rester seul que tu retrouves ta véritable puissance. Car l'amour vrai ne naît pas dans le vide à combler. Il naît dans la complétude. Alors oui, quand une femme aime, elle peut tomber dans la dépendance. Mais elle peut aussi s'éveiller. Réapprendre à s'aimer. Réapprendre à poser des limites. Réapprendre à dire « Je t'aime, mais pas au point de me perdre ». Et ce jour-là, elle ne m'en dit plus. Elle choisit. Quand une femme aime, ce n'est pas toujours visible. Ce n'est pas dans les mots. Ce n'est pas dans les grandes déclarations. C'est dans les petits gestes. Les silences. La patience. La présence. Mais parfois, cet amour devient poison. Il dévore au lieu de nourrir. Il attache au lieu d'élever. Et dans ce chaos émotionnel, elle se perd. Il faut le dire. Aimer, ce n'est pas se sacrifier. Ce n'est pas se plier. Ce n'est pas mendier. C'est rester soi, même quand on est deux. C'est donner, sans se vider. Et quand une femme comprend ça, elle devient intouchable. Forte. Libre. Sélective. Elle aime sans dépendre. Elle choisit sans supplier. Elle rayonne, et l'amour qu'elle donne devient un privilège, pas un dû. Si tu as aimé, souffert, donné sans retour,
Abonne-toi maintenant. Ici, on parle vrai. Ici, on t'aide à comprendre ce que tu ressens, pour mieux t'en libérer. Dis-moi en commentaire. Quel est le signe silencieux qui, selon toi, prouve qu'une femme aime vraiment? Je te lis. Toujours. Et n'oublie pas. Aimer ne doit jamais coûter ta paix intérieure. Si c'est le cas, ce n'est pas de l'amour. C'est une alerte. Active la cloche. On va continuer à parler de ce que les autres évitent. De toi. De l'amour. Du vrai. Et du respect de soi. À très vite.